Les lundis d'histoire, Michel Perrault. Bonjour. Surveiller, punir, éduquer, au XIXe siècle, tel est notre sujet d'aujourd'hui. Depuis le maître-livre de Michel Foucault, Surveiller et punir, paru en 1975, les historiens ont beaucoup travaillé sur la forme majeure de la pénalité contemporaine, la prison. Jacques-Guy Petit lui a consacré sa thèse « Ces peines obscures », la prison pénale en France au XIXe siècle, paru en 89. Jean-Claude Vimont a tout récemment donné dans la collection Découverte Gallimard une excellente synthèse. Il existe aujourd'hui même un musée pénitentiaire à Fontainebleau, installé dans une ancienne maison d'arrêt. Malheureusement, la prison n'est pas seulement un musée, mais une réalité d'aujourd'hui, dont tous les observateurs disent la situation dramatique. Ainsi, l'Observatoire international des prisons, qui publie un mensuel très informé, Dedans, dehors. La bonne prison, dont rêvaient les réformateurs et les philanthropes, est un mythe. Très rapidement, on en vit les carences et les limites, mais sans vraiment la transformer. Plutôt, on créait d'autres lieux. On soustrayait notamment deux catégories. Les irrécupérables, considérés comme tels, les forçats, qu'on voulait écarter en les envoyant au bagne, d'abord métropolitain, puis outre-mer à partir du Second Empire. Et, au contraire, les amendables, les enfants, qu'on espérait corriger au contact de l'air pur dans des colonies pénitentiaires, la plupart du temps à la campagne, comme Mettray, ouvert en 1840 près de Tours, modèle indépassable. Ainsi, le système pénitentiaire au XIXe siècle a juxtaposé des formes anciennes et des formes nouvelles. Et c'est ce qu'illustre les livres de mes trois invités de ce matin, Sylvain Rapaport, Éric Pierre et Yvan Jablonka. Sylvain Rapaport, vous êtes professeur d'histoire au lycée François Villon à Paris et vous publiez chez Aubier La chaîne des forçats, 1792-1836, où vous montrez comment, plusieurs fois par an, jusqu'en 1836, des cortèges de centaines d'hommes enferrés et enchaînés les uns aux autres traversaient les campagnes françaises. Terrible spectacle des corps humiliés, meurtris, parfois mis à mort, dans l'éclat des supplices, perpétuant une visibilité des châtiments qu'on croyait abolis. Éric Pierre, vous êtes maître de conférence à l'université d'Angers. Vous travaillez sur le traitement pénal de l'enfance, auquel vous avez consacré, avec Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, un livre, Enfance et justice au XIXe siècle, paru au PUF en 2001. Et vous participez à l'ouvrage collectif que viennent de publier les presses universitaires de Rennes, Éduquer et punir, la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, 1839-1937. Mettray, dont vous êtes un des meilleurs spécialistes. Yvan Jablonka, vous êtes maître de conférence à l'université du Maine, au Mans, et vous avez participé à ce recueil que je viens de citer par un article sur l'éducation des jeunes détenus à Mettray et dans les colonies agricoles pénitentiaires françaises. Mais surtout, vous venez de publier un livre intitulé « Ni père ni mère ». Histoire des enfants de l'assistance publique, 1874-1939, c'est-à-dire sous la Troisième République, et ce livre vient de paraître au Seuil. Vous tentez de comprendre l'expérience des orphelins et des abandonnés, dont on retrouve un certain nombre parmi les enfermés de Mettray, tel Jean Genet, le plus célèbre d'entre eux. Mais bien entendu, tous les enfants abandonnés ne finissent pas ou ne vont pas dans les colonies pénitentiaires, heureusement. Voilà, revenons à la chaîne des forçats. Sylvain Rapaport, pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qui vous paraît important dans cette étrange survivance d'Ancien Régime? Et comment avez-vous travaillé pour nous montrer ce spectacle de la chaîne des forçats à travers la France? Qu'est-ce qui me paraît étrange dans la chaîne des forçats ?
Bien, c'est que tout d'abord, ça semble quelque chose de très simple. C'est un problème de logistique pour l'État, c'est transférer les forçats de leur lieu de condamnation au bagne. Or, très rapidement, quand je me penche sur les sources, il apparaît que ce problème très simple est déjà quelque chose de très difficile à régler. Transférer les forçats qui viennent de tous les lieux du royaume pose d'énormes problèmes administratifs, mais surtout le voyage vise aussi à punir. Et donc l'État, justement, tente, durant ce voyage, durant le ferment puis le voyage, de punir le forçat en prenant le contrôle de son corps et en mettant en place toute une procédure d'humiliation, de souffrance. Il y a véritablement ce désir que ces quelques semaines de voyage soient partie prenante de la punition. Et enfin... et qu'on les montre. Et qu'on les montre, voilà, bien sûr. Que ce soit exemplaire. C'est ce que j'appellerais le voyage des vaincus, finalement. Ces criminels que l'État a pris sous son contrôle, eh bien, il va les exposer aux populations de toute la France. C'est une exposition démultipliée. Voilà. Puisque le criminel devait être exposé en place publique, et bien après cette exposition, on va ensuite le montrer à toute la France comme sur un gigantesque théâtre. Voilà. Et c'est bien une espèce de survivance de la pénalité d'Ancien Régime, oui, montrée. Voilà, c'est ce qui est très étonnant, c'est que finalement la chaîne est presque un anachronisme. Elle fait partie de la pénalité d'Ancien Régime. Elle a été mise en place et très bien réglée par Colbert, qui a su justement faire en sorte que l'on puisse apporter en permanence les galériens jusqu'à Marseille. Mais elle aurait dû disparaître avec les réformes de la Révolution, et elle ne disparaît pas parce que finalement on ne trouve pas mieux. Voilà. On n'arrive pas à trouver mieux. Alors Sylvain Rapaport, comment ça se passe? Combien de fois par an et quels sont les trajets? Alors, combien de fois par an? C'est variable. Dans la période révolutionnaire, on va avoir, selon les moments de trouble ou de calme, on va avoir 1 à 4, voire parfois 5 chaînes par an. Peu à peu se met en place un calendrier extrêmement bien réglé qui amène à 3 départs par an. En fait, 2 vers Toulon et 1 vers Brest. Je ne parle que des plus grandes chaînes, puisqu'il y avait aussi des plus petites chaînes se dirigeant soit vers Rochefort, soit vers Lorient. Mais ces 2 grandes chaînes partent 3 fois par an. Il y a combien d'hommes dans ces chaînes? Alors, ce sont plusieurs centaines à chaque fois. Et là encore, on remarque une évolution. Disons que jusque vers 1820, ce sont des convois qui atteignent le plus souvent plus de 400 personnes. Vers Toulon. 400 personnes. Et le plus grand que j'ai trouvé, c'est plus de 700 condamnés qui arrivent à Toulon vers 1797. Oui. À partir de 1820, la chaîne commence à diminuer lentement. On tente d'avoir des plus petits convois et en fait, jusqu'en 1836, on va descendre en dessous de 400, puis même 300, moins de 300. Mais ça sera toujours plusieurs centaines de forçats. Alors comment ça se passe dans le concret? On commence par les enferrer. Alors, les ferrer, comment dit-on? Oui. Les ferrer, oui. L'un des moments les plus forts de ce voyage, c'est... Et de votre livre, qu'il décrit très bien. C'est le ferment. Puisque le ferment, c'est le moment où finalement le condamné devient bagnard. Tant qu'il n'est pas ferré, il échappe encore un peu à ce destin terrible qu'est le bagne. Et le jour du ferment, il va justement être transféré de l'administration des prisons à celle du bagne. C'est-à-dire la marine. La marine, oui, mais c'est un peu compliqué puisque en fait c'est l'intérieur où ensuite le ministère des Travaux publics qui est chargé d'organiser le transfert. Il y a 3 ministères qui se partagent ce transfert, mais donc le temps fort c'est le ferment. Alors le grand ferment a lieu à Bicêtre. À Paris. Et c'est une procédure qui s'étend, disons, sur une après-midi, une bonne après-midi, commençant en fin de matinée, s'achevant dans la soirée, et qui est... Et ça consiste en quoi, exactement? Alors, ça consiste à les préparer pour le voyage et à former ce qu'on appelle les cordons. C'est-à-dire que l'un des soucis essentiels est d'assurer la sécurité. Le forçat ne doit pas s'évader. Et donc, on a trouvé que pour empêcher cette évasion, le cordon est la façon la plus efficace. Alors, le cordon, qu'est-ce que c'est? Les forçats sont amenés par groupe de 28, 26, 28, 30 dans la cour de Bicêtre. Ils vont être accouplés. Alors, donc, reliés 2 par 2, ferrés, non pas par la cheville, comme on a l'habitude de le voir au bagne, mais par le cou. Et ensuite, on va prendre 14 couples, et ces 14 couples vont être réunis en une espèce d'entité, le cordon, par une chaîne centrale qui relie justement ces 14 couples. Et à partir de ce moment-là, normalement, on ne défait plus le cordon. C'est-à-dire que ce groupe de 28 va voyager de Bicêtre à Brest, Toulon. Est-ce qu'on choisissait les couples?
Alors, ça dépend. Normalement, c'est l'ordre alphabétique, mais par souci d'humanité, on va généralement essayer de faire que le couple soit de 2 personnes de même taille, pour que l'un ne porte pas plus de fer que l'autre. Et pour les bons forçats, ceux qui se sont bien conduits, on accepte parfois de les accoupler à quelqu'un qui soit aussi un autre bon forçat, de les éloigner des plus terribles, ou alors, dans le cas des moutons qui risquent d'être poursuivis par ceux qu'ils ont dénoncés, aussi de les mettre à l'écart. Oui. C'était un exercice physique, si l'on peut dire, très dur. D'après ce que vous montrez, quelquefois on risquait de casser le cou, voire casser la tête pour les ferrer au cou. Disons que là, on peut retenir deux versions. Il y a la version effectivement des témoins, puisqu'il y a des témoins qui assistent au ferment, une centaine, parfois un peu plus, de personnes qui obtiennent d'entrer dans la cour de Bicêtre pour assister à ce ferment, et qui, eux, effectivement, sont terriblement choqués par ce ferment, puisqu'effectivement, il faut serrer le collier au cou. Ça se fait selon un rivetage à froid, c'est-à-dire qu'on va enfoncer un boulon à grands coups de marteau pour fermer le collier, et évidemment, le marteau passant près de la tête du condamné, on estime qu'il y a un énorme risque qu'il y ait un accident mortel. En fait, ça s'est peu produit. Ça s'est peu produit. Oui. Les archives, notamment celles de la préfecture ou les journaux, par la suite, je n'ai quasiment pas trouvé de traces d'un accident mortel. Il y a quelques accidents, mais il y a des mesures de protection. Ils sont condamnés au bagne, ils ne sont pas condamnés à bord, donc on essaye de les protéger, et ceux qui sont chargés du ferment, notamment il y a un des gardiens argousins qui est chargé de protéger la tête du forçat de ses 2 bras, pour éviter l'accident. Vous venez de prononcer le mot d'argousin. Oui. Et les argousins c'était au fond l'encadrement de la chaîne. Voilà. Alors la chaîne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est confiée à une entreprise privée. C'est pas du tout l'État qui s'en occupe. Et cette entreprise privée, l'entrepreneur qui obtenait la chaîne par une procédure d'enchère, le prix le plus bas pour conduire les forçats. Et c'était presque toujours les mêmes familles, même presque. Non. Disons qu'il y a 3 entrepreneurs sur la période que j'étudie, mais il y a une famille effectivement qui occupe l'essentiel de la période, qui sont les Mariton, qui vont de 1800 à 1827, et qui en fait l'avaient même dans le temps pré-révolutionnaire. C'était juteux comme entreprise ? Alors, c'est un marché qui semble rapporter beaucoup. Effectivement, bon, le problème c'est que je n'ai pas pu avoir accès à des comptes d'entreprise pour savoir quels étaient les bénéfices. Là, ces comptes ne sont pas dans les archives. Voilà, il y a quelques traces qui disent qu'au minimum la marge serait de 25%, probablement beaucoup plus, puisque l'entrepreneur c'est un taux de profit important. Multiplie en plus les ruses et les pratiques pour augmenter ses bénéfices. Il reçoit un certain prix par forçat, et puis lui il s'arrange pour évidemment donner moins d'argent. Tout à fait. Est-ce que le taux de mortalité sur les chaînes était important ? Alors, le taux de mortalité sur la chaîne, là aussi, on peut à nouveau voir 2 périodes, jusqu'en 1815 et après 1815. Jusqu'en 1815, la mort n'est pas rare sur la chaîne. C'est au contraire très très rare qu'une chaîne parvienne à destination sans avoir perdu plusieurs forçats. À partir de 1815, avec la restauration et le nouvel aspect qui se met en place, la mort et la maladie reculent très nettement sur la chaîne. Il y a de moins en moins de décès, et on ne meurt plus sur la chaîne dans les derniers temps. Oui, mais dans la vie matérielle, comment ça se passe ? Comment dorment-ils ? Comment mangent-ils ? Tout ça est évidemment organisé par l'entrepreneur. Tout ça est très très strictement prévu par le contrat signé par l'entrepreneur. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. L'administration lui fait signer un contrat et où elle indique ce qu'il doit donner comme nourriture, comment il doit habiller, comment il doit coucher les forçats. Donc la nourriture, c'était un des points qui m'avait étonné, la nourriture qu'il leur est donnée est assez conséquente. Vous le dites, oui. Vous dites même qu'elle est peut-être supérieure à celle des ouvriers de l'époque. Oui, tout à fait. Elle se rapproche en fait très exactement du régime idéal prévu pour les hôpitaux, puisqu'il y avait prévu chaque jour 250 grammes de viande, 750 grammes de pain, une soupe grasse, 1 litre de vin et du fromage. Voilà, c'est ce que j'oubliais. Donc c'est effectivement un régime qui est bien supérieur à ce que peuvent manger des ouvriers. Le minimum vital de l'époque. Voilà. Oui, c'est ça. Alors évidemment, reste à savoir si ce régime était, si ces rations étaient vraiment attribuées. Oui. Pour les habits, eh bien, soit le forçat qui aurait une certaine aisance possède ses propres habits et donc dans ce cas-là il n'y a pas de problème, soit il est trop pauvre et dans ce cas-là l'entrepreneur est tenu de lui fournir une tenue, une panoplie dirais-je, pour le mener jusqu'au bagne.
Et enfin, pour le couchage, là, il n'y a pas de solution. Ces groupes de 28, il faut trouver des espaces pour les loger. Donc, ça peut être dans des halles, j'ai trouvé quelquefois dans des églises, généralement dans des écuries. Dans des écuries la plupart du temps, oui. Dans les auberges des villes et villages où s'arrête la chaîne. Oui. Alors, sur le parcours, quelle est l'attitude de la population? Est-ce que vous avez constaté une évolution dans les réactions des gens devant cette chaîne qui passe? L'évolution dans les réactions des gens, ça va dépendre de qui on parle. Déjà, il faut savoir que la foule se presse sur le passage de la chaîne. C'est un spectacle. C'est un spectacle, et c'est un spectacle qui s'annonce. Puisque là aussi, j'ai essayé de montrer que finalement la chaîne est très bruyante. Ce sont des centaines d'hommes avec des fers au cou, il y a une voiture qui transporte les ustensiles de cuisine, les forçats chantent, donc vous avez quelque chose qui s'annonce très à l'avance dans le paysage. Vous avez un chapitre qui s'appelle le défi des condamnés. Tout à fait. Et ils se mettent en scène. Ils se mettent en scène, c'est-à-dire qu'ils très étonnant. Ils contestent la sanction, ils essayent de retourner, selon une procédure qui me semble très carnavalesque, la sanction que l'État entend leur infliger. Et donc, effectivement, le chant fera partie de ce défi des forçats. Il y a des chants de forçats. Il y a des chants de forçats. Vous en citez un certain nombre. J'en cite un certain nombre, effectivement. Et alors la foule, justement? Alors la foule se masse, la foule accourt, et tous les observateurs la décrivent comme assez importante. Elle sait où doit s'arrêter la chaîne, puisque ce sont des étapes parfaitement prévues qui se répètent d'année en année. Donc on sait où la chaîne doit s'arrêter, et dès qu'elle est annoncée, la foule arrive, se masse dans les cours d'auberge, essaye d'apercevoir ces illustres criminels dont ont pu parler des journaux ou la rumeur populaire. Tel le curé de la Collonges. Alors, le curé de la Collonges... Pourquoi était-il si célèbre? Alors, pourquoi le curé de la Collonges est si célèbre? Alors, il fait partie, effectivement, de ce que moi j'appelle la dernière chaîne, qui n'est pas la dernière chaîne, puisqu'il y en a encore une qui partira après, mais c'est la dernière chaîne très publique où qui va avoir, où va se dérouler cet immense spectacle du départ. Et en fait, cette dernière chaîne attire pour deux raisons. D'abord parce que commence à se murmurer l'idée que ça serait la dernière, donc il faut voir ce spectacle qui va disparaître, et parce qu'il y a deux vedettes. Il y a deux vedettes. Il y en a une qui est à la tête d'affiche, c'est le curé de la Collonges. Il a tué sa maîtresse et, en plus, pour cacher son crime, l'a découpé, jeté les morceaux dans une mare, enfin un crime absolument terrible. Et la foule veut presque absolument... un oxymore, ce crime. Hein, le curé qui découpe sa passion, sa maîtresse en morceaux, ça c'est vraiment quelque chose quand même. Mais pourquoi est-ce que finalement on a arrêté ce système-là? Est-ce que c'est parce qu'il est devenu trop subversif? Est-ce que ça ne fonctionnait plus? Ça fonctionne très bien. La chaîne fonctionne très bien, parce qu'elle accomplit sa mission essentielle qui est de mener les forçats au bagne sans évasion. Or, on ne s'évade pas de la chaîne. Moi, c'est une des choses qui m'a surpris. Aucune évasion? Quasiment pas. Sur la période que j'étudie, c'est même pas quelques dizaines. Ils sont ferrés. Hein, oui. Il y a ça. Mais il y a... quand même, vous avez plusieurs centaines de forçats, quelques gardiens, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des évasions. On ne s'évade pas de la chaîne. On ne s'évade pas. Non. Oui. Alors, les explications sont multiples sur le sujet, on n'a pas le temps de s'étendre. Mais donc la chaîne est efficace. Mais le problème, c'est que la chaîne va, justement, à partir des années 1815-1820, va choquer de plus en plus. De plus en plus, on admet plus, les sensibilités évoluent et on n'admet plus ce spectacle. Pourquoi? Eh bien, je crois, comme on l'a parfaitement montré, parce que finalement, on considère que la chaîne devient l'école du crime. On mélange des jeunes criminels qui n'ont finalement pas fait grand-chose. On pouvait aller sur la chaîne pour un vol de pain, pour un soldat, pour un vol de fourchette, et ils n'ont pas fait grand-chose, et on va les mêler aux pires criminels. Donc évidemment, il y a contagion, et cela, on veut l'éviter. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, elle pervertit le public. Les observateurs sont très choqués par ces masses populaires qui viennent se réjouir de la souffrance d'autrui. Donc c'est le deuxième point. Et on admet aussi de moins en moins la dégradation qu'elle peut imposer aux hommes. C'est-à-dire que, alors que l'on espère finalement réhabiliter, il y a quand même un désir de réhabilitation, de réintégration de ces condamnés, même si le statut des forçats est très problématique, de réintégrer ces condamnés dans la société. Or, la chaîne les détruit. Elle détruit l'humanité. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit apparaître l'idée que finalement, ces forçats, on les traite comme des animaux. Et on les voit comparer. En fait, la chaîne est très souvent comparée à une ménagerie en marche. Oui, c'est ça. Avec ces hommes ferrés comme des tigres, comme des lions.
Et donc elle détruit l'humanité, elle avilit l'homme, et donc elle supprime tout espoir de réhabilitation. Parmi les écrivains qui ont protesté, il y a bien sûr Victor Hugo. Il y a Victor Hugo, et d'autres, oui. peut-être. Disons que les deux témoins, il y a Victor Hugo a produit 2 écrits très très pertinents sur la chaîne. Je veux dire, il a vu quasiment tout ce qu'il y avait à voir sur la chaîne, et dans Les Misérables, quand on lit bien avec tous les détails, il dit absolument tout ce qu'il y a à dire sur la chaîne en quelques pages. Et effectivement, il a montré le caractère absolument terrible et choquant de ce transfert. Donc elle va disparaître en 1836, c'est la dernière. Alors, elle disparaît, oui. À peu près. Donc, moi, celle que j'appelle la dernière, c'est juillet 36. La dernière est en fait en octobre 36. En octobre 36, oui. Ce qui est très typique, c'est que la chaîne d'octobre 36 part la nuit, ce qui ne s'était jamais passé. C'est on cache. On cache. Pour la première fois, on cache. On disait que la nuit, fallait pas que la chaîne voyage la nuit parce que c'est plus facile de s'évader. Or, pour la première fois, cette chaîne part la nuit, ce qui montre bien qu'on va faire tomber le rideau dessus. Et en fait, très rapidement, le gouvernement va décider qu'il ne faut plus conduire les forçats par la chaîne, mais en voiture cellulaire, c'est-à-dire que l'on veut que déjà se mette en place cette mode d'emprisonnement cellulaire avec isolement du condamné qui doit là ne plus être visible et pouvoir macérer. A priori, ça paraît plus confortable d'être transporté en voiture cellulaire, mais c'était pas drôle les voitures cellulaires, d'après ce que vous dites, bien que vous ne l'ayez pas étudié les voitures cellulaires. Je n'ai pas étudié les voitures cellulaires, enfin un tout petit peu. Oui. Mais disons que là, ce qui est très étonnant, c'est que finalement la voiture cellulaire va connaître l'évolution de la chaîne, c'est-à-dire, mais sur un temps beaucoup plus court. Oui. C'est-à-dire que dans un premier temps, on dit c'est magnifique. Finalement, on amène les bagnards en quelques jours, là où il fallait plusieurs semaines. On assure qu'ils ont tout le confort, puisqu'ils sont bien assis. On a fait attention à ne pas les faire souffrir physiquement. On les interroge, les premiers qui sont transportés en voiture cellulaire, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. On assure que la voiture soit bien aérée. Et donc, dans un premier temps, tout le monde dit c'est magnifique. Il n'y a plus de souffrance physique. En revanche, il y a la souffrance morale. Mais ça, c'est voulu. Il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait et qu'il macère dans sa contrition. Mais en fait, très rapidement, au bout de quelques années, on voit apparaître que finalement, non, quand on sort de la voiture cellulaire, au bout de ces quelques jours de conduite à toute vitesse sur les routes de France, le forçat sort tout autant brisé, épuisé. Yvan Jablonka. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que c'est voir que jusqu'au XXe siècle, il y a une mémoire de la chaîne parmi les prisonniers. Par exemple, on en trouve une rémanence dans Miracle de la Rose, un des grands chefs-d'œuvre de Jean Genet. Il décrit, tout le roman est fondé sur cette scène initiale, au cours de laquelle Arcamon, qui est un grand criminel, passe avec des chaînes à la main. Alors, il ne s'agit pas de la chaîne du forçat, mais c'est toujours la chaîne qui humilie, la chaîne infamante. Et cette chaîne se transforme en une guirlande de roses blanches qui le transfigure. Et je crois qu'il y a chez Genet une référence à la chaîne des forçats, puisque quelques pages avant, il décrit son propre transfert en convoi cellulaire, précisément, transfert qui est terrible, où il le dit lui-même, qui souffre physiquement. Oui. Là, il y a une description très viscérale presque de la souffrance que le transfert inflige dans ce fourgon qui est pourtant censé supprimer les souffrances physiques de la chaîne. Votre livre, Sylvain Rapaport, est donc important à plusieurs titres. L'histoire réelle de la chaîne et puis l'histoire imaginaire qui n'en finit pas. Et l'exemple de Genet est en effet très, très intéressant. Alors, La chaîne des forçats, 1792-1836, chez Aubier, et l'auteur, c'est vous, Sylvain Rapaport. La chaîne, mais c'est égal, ça ne fait pas de mal. Nos bonnets sont écarlates, nous portons au lieu de chapeau des bonnets mais point de cravate, on se brosse pour les jabots. Nous aurions tort de nous plaindre, nous sommes des enfants gâtés, et c'est crainte de nous perdre que l'on nous tient enchaînés. La chaîne, c'est mais c'est égal, ça ne fait pas de mal. Et les enfants. Alors, les enfants,
tout de même, c'était une autre situation pénale et une autre situation pénitentiaire. Et vous l'étudiez, Éric Pierre, avec beaucoup d'autres, dans ce livre collectif publié par les presses universitaires de Rennes, qui s'appelle « Éduquer et punir, la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray ». 1839-1937, c'est donc presque un siècle, et vous en êtes un des auteurs. Yvan Jablanca aussi a donné un article. Alors Mettray, pourquoi, comment ? Alors Mettray, c'est une institution assez exceptionnelle, puisque ça va devenir le modèle de la colonie agricole pénitentiaire pour jeunes détenus. Mais je voudrais quand même préciser que ce type d'institution, ces colonies agricoles ou ce qu'on appelle maisons de correction, c'est un peu aussi des institutions qui cachent la forêt, dans le sens où on s'est beaucoup focalisé sur l'étude de ce type d'établissement, mais qu'il ne faut pas oublier que la peine principale des jeunes détenus, ça reste la prison. Ça reste la prison, mais c'est vrai que, évidemment, les philanthropes ont beaucoup écrit sur les colonies agricoles. Les historiens se sont beaucoup intéressés aux colonies agricoles. Michel Foucault a un traitement particulier de Mettray dans son livre Surveiller et punir. Il en fait un point d'achèvement de la réforme. Mais il ne faut pas oublier ce détail, que si on regarde bien les statistiques... Élise Ivorel a fait une thèse sur ce sujet-là. Si on regarde bien les statistiques, la plupart des jeunes détenus passent par la prison. Mais c'est vrai que c'est généralement pour des séjours beaucoup plus courts. On fait quelques jours de prison alors qu'on est envoyé en maison de correction et on est envoyé à Mettray pour des temps beaucoup plus longs. Voilà. Et dans les jeunes détenus que j'ai pu étudier à Mettray, le plus jeune est rentré à 4 ans et est resté jusqu'à son décès à 20 ans. Donc on est envoyé en correction. C'est quand même, j'espère... C'est le plus jeune que j'ai trouvé. Il a passé toute sa jeunesse, enfance et adolescence. Il a été à Mettray de 4 ans à 17 ans, il a été placé à Tours, chez un artisan à Tours à 17 ans, et à 19 ans, il est annoncé comme décédé. Oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment les enfants étaient pénalement punis ? Alors, c'est très compliqué le système français. Oui, d'un point de vue pénal, en fait, il y a deux solutions qui tourne autour de la question du discernement. C'est-à-dire, si un enfant est jugé par le magistrat, est jugé discernant, il est passible d'une peine de prison, mais d'une peine de prison atténuée par rapport à une peine qu'aurait à accomplir un adulte. Donc généralement, on aboutit à de courtes peines de prison. En revanche, un enfant qui est déclaré non discernant, donc qui n'est pas responsable de ses actes, qui n'avait pas conscience de la gravité de l'acte qu'il était en train de commettre quand il a commis son délit ou son crime, cet enfant est en principe passible de l'article 66 du Code pénal. Et là, le magistrat a deux solutions, soit la remise à la famille, si cette famille présente des garanties éducatives, soit l'envoi dans une maison de correction, l'envoi dans une colonie, pour être éduqué. Et là, pour un temps qui, généralement, est fixé par le jugement, généralement, c'est 18 ou 21 ans. Si bien que ceux qui sont sans discernement peuvent passer enfermés beaucoup plus de temps que ceux qui sont condamnés. Oui. C'est ça c'est une des ambiguïtés paradoxe du système. Qui est du système. Étonnant. Alors, l'idée d'éducation apparaît très vite dans les écrits de très nombreux réformateurs et de magistrats, un peu comme une fiction. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience que l'envoi en correction, finalement, est pire que la prison. Alors, Mettray, c'est donc le modèle exemplaire et unique, c'est votre expression. Oui. Bon, et j'aimerais que vous expliquiez là-dessus. Oui, alors Mettray, c'est pas tout à fait la première, mais ça va être vraiment la première grande colonie agricole en France. Une colonie qui mobilise, dont la fondation mobilise toutes les élites sociales de France, de Touraine, mais plus largement de France. Et on va avoir là une institution qui va se présenter très rapidement, à la fois comme exemplaire et comme modèle. C'est-à-dire, ces directeurs n'hésitent pas à dire qu'ils ont trouvé la solution à la moralisation et à l'éducation des jeunes délinquants. Et ils ont toute une action pour que Mettray soit copié. Une grande partie de leur activité, c'est de faire en sorte que Mettray devienne un modèle, soit copié, que d'autres institutions se fondent sur l'exemple, sur la pratique, sur les usages de Mettray. Et l'idée essentielle à Mettray, c'est la régénération par l'air pur, la campagne. La campagne, bien sûr, oui. Avec une différence importante par rapport aux autres penseurs de la réforme par la campagne, et en particulier à Charles Lucas,
qui lui fondera sa propre colonie au Val-d'Yèvre, c'est que Charles Lucas pense qu'il faut que les jeunes participent à un travail de défrichement, d'assèchement de marais. C'est-à-dire qu'il faut améliorer la terre, alors que Frédéric-Auguste de Metz, l'un des deux grands fondateurs de Mettray, pense au contraire qu'il faut plutôt mettre les colons dans une belle nature, sur des terres qui rendent, qui ont un bon rendement. Il ne s'agit pas du tout de leur donner un travail ingrat, mais au contraire qu'ils apprennent à produire. D'où le choix de la Touraine, peut-être. D'où le choix de la Touraine. Une nature un peu douce. Voilà. Oui. C'est tout à fait pensé. Alors il y a évidemment un peu des effets de contingence. Il se trouve que Frédéric-Auguste de Metz est ami d'un propriétaire foncier en Touraine, mais c'est un choix qui est pensé. Et ce contact avec une belle nature est tout à fait inscrit dans les propos de Frédéric-Auguste de Metz. De Metz, oui. Et comment est-ce que c'est organisé, le système disciplinaire de Mettray ? Alors, à l'intérieur, je dirais qu'il y a le point central, l'apport fondamental de Mettray, c'est l'inscription des jeunes détenus dans des familles, dans des groupes qu'on appelle familles. Ce sont des fausses familles. Ce sont des familles très très élargies, dans le sens où une famille de Mettray, c'est 50 colons environ. Et on place à la tête de ces familles un chef de famille qui est un personnel formé. Et c'est aussi une des originalités de Mettray, c'est d'avoir, pour la première fois, pensé à la formation d'un personnel pour prendre en charge. Ce n'étaient pas des militaires. Pendant très longtemps, ça n'était pas des militaires, c'était des jeunes gens qui avaient été recrutés spécialement pour assumer cette fonction. Et beaucoup de ceux qui ont été recrutés en 1839, puisque si la colonie ouvre en 1840, on forme le personnel à partir de 1839, beaucoup de ceux qui ont été formés en 1839 restent jusqu'à la fin de leur carrière à Mettray, jusque dans les années 1880. Et un des derniers directeurs connus de Mettray, qui s'appelle Blanchard, est un des premiers contremaîtres, ou un des premiers chefs de famille de l'établissement. Alors ensuite, je dirais que ce modèle de formation disparaîtra. Il sera de plus en plus difficile de trouver des jeunes chefs de famille qui désireront être chefs de famille, sans doute parce que le système scolaire permet d'autres possibilités pour les jeunes gens de bonne famille. Et de plus en plus, on fera appel à un personnel d'anciens militaires. Autrement dit, d'anciens sous-officiers. Il y a une évolution de Mettray. Il y a une évolution on pourrait presque très dire, importante. Si on lit ce livre, et votre contribution en particulier, qu'il y a une espèce de dégénérescence. Enfin, oui, alors il faut toujours faire attention au problème des effets de source, des effets des archives. C'est-à-dire pendant les 10-15 premières années de Mettray, on a de la documentation. Toute la documentation provient des directeurs et provient de l'institution elle-même. Donc on a très peu de regard extérieur. Donc, ça marche. Voilà, le modèle semble fonctionner. En même temps, l'administration est satisfaite à ce moment-là par ce modèle et Mettray pendant longtemps est présenté par l'administration comme un modèle justement, comme exemplaire, comme un établissement à suivre. C'est vrai que les premiers problèmes apparaissent dans les années 1880, ce qui ne veut pas dire... Après la mort du fondateur, oui. Qui est en 1873, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des problèmes précédemment. Il existait à Mettray un quartier disciplinaire cellulaire relativement important, qui pouvait contenir une bonne partie de la population, presque 10% des jeunes pouvaient être mis en cellule. Il y avait un certain nombre d'expulsions vers des établissements à la réputation plus dure. Oui. Voilà, mais on sait très peu de choses sur ces dans le livre collectif, il y a une étude de Frédéric Chauveau, Le scandale de Mettray 1909, et qui est l'histoire d'un adolescent finalement amoureux. Oui, alors, pourquoi est-ce que cet adolescent amoureux est enfermé à Mettray ? Voilà, c'est la troisième institution à l'intérieur de Mettray. En fait, Mettray est un système assez complexe. Il y a l'école préparatoire dont je parlais tout à l'heure, qui accueille donc ces jeunes gens de bonne famille qui sont destinés à devenir les futurs chefs de famille, l'encadrement de c'est la paternelle, colonie. Ça. C'est l'école préparatoire. L'école préparatoire. Il y a la colonie agricole et pénitentiaire qui reçoit des jeunes détenus de l'article 66, ou des jeunes de l'assistance publique aussi, déclarés difficiles ou vicieux. Ceux d'Yvan Jablonka. De 1904. Et puis il y a une troisième institution qui est fondée en 1856, qui est une maison paternelle, qui est destinée normalement aux jeunes gens de très bonne famille, dont les parents sont capables de payer une pension très élevée. Qui vont recevoir là un enseignement fait par les professeurs du lycée de Tours. Donc des jeunes gens qui en principe sont soumis à une ordonnance de correction paternelle, donc à une mesure de justice civile.
Donc le jeune qui se suicide en 1909 vient dans cette maison paternelle. C'est un enfant de la bonne bourgeoisie marseillaise, qui dépense l'argent familial en fréquentant des danseuses du Venezuela sur le port de Marseille. Donc la famille décide de l'envoyer à Mettray. Mais la famille ne supporte pas les danseuses du... Il fait une première tentative de suicide en route. Et il se suicide finalement à la prison. Et il se suicide quand il arrive à Mettray. Frédéric Chauveau montre que ça fait un vrai scandale et qu'un journal comme L'Assiette au beurre, qui au fond n'avait pas tant parlé que ça de Mettray, fait à ce moment-là une véritable campagne. Oui, c'est le deuxième scandale de Mettray. Il y en a déjà eu un au milieu des années 1880, où Mettray avait été visité par la commission de surveillance, qui pour une fois fonctionnait, avait décidé de fonctionner. Et là, on avait vu qu'un certain nombre de jeunes détenus portaient des fers, portaient des menottes, ce qui était contraire au règlement des colonies agricoles. Et là, c'est le deuxième grand scandale, mais qui touche finalement une catégorie de jeunes peu représentative de l'institution, puisque ce sont ces quelques enfants de très bonnes familles qui sont placés dans cette institution. Je sais, Éric Pierre, que vous préparez un ouvrage sur Mettray. Vous, personnellement, vous travaillez beaucoup là-dessus. Et donc, vous avez trouvé des sources. Et est-ce que, justement, on peut arriver à trouver les jeunes ? C'est si difficile de trouver la parole de ceux qui sont enfermés. Très, très rapidement, dans l'histoire des sources de Mettray, il y a donc la première phase dont je parlais tout à l'heure, où les sources sont totalement produites par l'institution elle-même. Il y a une deuxième phase qui commence autour de 1848 et qui va durer une vingtaine ou une trentaine d'années, où il commence à y avoir un regard extérieur, regard de l'administration, des inspecteurs des prisons, de médecins qui viennent visiter Mettray et qui font des rapports parfois assez critiques, qui peuvent parfois reprendre la parole. Ils ont pu parfois rencontrer des jeunes et ils peuvent reprendre la parole de ces jeunes. Mais il faut vraiment attendre les années 1900 et surtout 1920 pour qu'on ait là des témoignages. Là, les jeunes commencent, beaucoup d'entre eux, à savoir écrire. Et là aussi, je crois qu'on retrouve aussi quelque chose qu'on verra dans le livre d'Yvan Jablonka, c'est à partir de 1900 et surtout dans les années 1920, ces jeunes sont plus revendicatifs, plus critiques par rapport à ce qu'ils vivent. Ils sont pugnaces, et leurs parents aussi. Quand on voit la correspondance des parents qui souvent demandent à venir visiter leurs enfants, on voit qu'ils sont plus revendicatifs. Qu'ils connaissent aussi le système parlementaire, c'est-à-dire qu'ils savent passer par un maire, par un député pour ouvrir les portes. Autrement dit, ils sont beaucoup plus actifs, et on va le voir avec Yvan Jablonka probablement, mais d'un mot, pourquoi est-ce que finalement ça a fermé en 1939 ? C'est en 1939, n'est-ce pas ? On le ferme à la guerre. Ça ferme en 1937. En 1937 même. L'institution ferme à la fin de l'année 1937. Bon, Mettray, je dirais... À partir de la Première Guerre mondiale, c'est une institution qui va très largement décliner. Je crois qu'il y a deux raisons, et sans doute les années 1920 sont là les pires. La première raison, mais elle est plus large que Mettray, elle touche aussi l'assistance publique, elle touche aussi l'ensemble des prisons, c'est que les budgets de l'État, enfin les finances de l'État sont dans un état absolument catastrophique, une des premières directions touchées, c'est la direction de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire, dès qu'il s'agit de faire des économies, on touche la direction de l'administration pénitentiaire. Et donc, un établissement privé comme Mettray, qui vit essentiellement avec de l'argent de l'État, avec un prix de journée accordé à chaque enfant, se retrouve dans une situation financière absolument catastrophique. Durant quasiment toutes les années 1920, le prix de journée n'augmente pas, alors que l'inflation est très importante dans ces années 1920. Donc, on a des années 1920 qui, pour moi, sont vraiment les plus noires. Les jeunes n'ont quasiment plus de vêtements, les dortoirs prennent l'eau, et évidemment le régime alimentaire s'en ressent. On parle d'alternance de haricots blancs et de haricots rouges pendant ces années-là. Donc on décide finalement de fermer l'établissement. Et il y a un deuxième problème, c'est le personnel. Il y a une dégradation du personnel. Beaucoup des surveillants des années 20 sont d'anciens militaires. Qui ont été traumatisés. On retrouve l'encadrement militaire. Traumatisés, blessés, handicapés à la suite de la guerre. Et là, il y a des problèmes extrêmement importants d'alcoolisme, de violence. Et donc, il y a une atmosphère absolument complètement dégradée. Et puis, le dernier élément, c'est que Mettray, dans les années 30, devient un peu la cible d'un journaliste
Alexis Danan. En fait, il y a plusieurs campagnes de presse qui succèdent, mais la plus importante, ce sera celle d'Alexis Danan. Et Danan fait de Maitret... Les enfants de Caïn, c'est ça le livre. Alors le premier, Danan. c'est Oui. Roubaud. Oui. Les enfants de Caïn, qui est la première campagne de presse, et là c'était un ancien de la maison paternelle qui écrit contre Maitret. Il y a les articles aussi d'Henri Vallon, qui publie des choses contre les colonies. Et puis il y a cette campagne d'Alexis Danan qui, je dirais, va faire en sorte que les pouvoirs publics vont être obligés de prendre une décision de fermeture. Autrement dit, oui, Yvan Jablonka. De bagne d'enfants, c'est le moment où on parle de... Voilà. Maitret est un bagne pour enfants. Oui. Oui. Et alors l'expression apparaît autour de 1900, on commence à parler de bagne, mais c'est vrai qu'après, Alexis Danan va la diffuser, la propager. Oui, Éric Pierre, on attend votre livre sur Maitret qui fera la synthèse de tout ça. Et en attendant, Éduquer et punir, la colonie agricole et pénitentiaire de Maitret, publié par les presses universitaires de Rennes, avec vous, Yvan Jablonka, Jean-Jacques Ivorel, beaucoup d'autres, Frédéric Chauveau, beaucoup d'autres. C'est un livre intéressant et passionnant. Yvan Jablonka, vous avez publié dans ce recueil une étude sur Maitret, l'éducation des jeunes détenus à Maitret, mais je voudrais surtout que vous nous parliez de votre livre. Vous venez de publier un livre donc qui s'appelle Ni père ni mère, histoire des enfants de l'assistance publique 1874-1939. Eh bien, de quoi s'agit-il ? Il s'agit des enfants qui sont envoyés dans cette institution qu'on appelle l'assistance publique, qui est en fait un terme assez populaire qui recouvre un très grand nombre d'institutions, de lieux de placement, d'administration. Et ces enfants sont envoyés à l'assistance publique pour plusieurs raisons, soit parce que ce sont des orphelins, c'est-à-dire que leurs père et mère et tuteurs sont décédés, soit parce qu'ils ont été trouvés, abandonnés dans des tours, soit enfin parce qu'ils ont été légalement abandonnés par leurs parents qui ont signé un procès-verbal d'abandon, soit enfin parce qu'ils ont été déclarés moralement abandonnés, c'est-à-dire qu'ils étaient maltraités par leur famille et que l'État a décidé de les retirer. Et cela surtout après la loi de 1889 sur la déchéance paternelle. Voilà, c'est ça. C'est surtout à cette époque-là. Donc, ce n'est pas homogène. Il y a beaucoup de sources, si on peut dire. Mais vous, comment avez-vous travaillé ? Car votre livre est passionnant. Et il y a des sources extraordinairement vivantes, et notamment des dossiers individuels, DAS, DA2SES. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelles sont ces sources ? Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était très hétérogène. En fait, il y a une expérience fondatrice qui réunit tous ces enfants, c'est à certains égards l'absence de filiation, du moins la séparation dès l'enfance avec les parents. Et cette privation, et en particulier la privation de la relation maternelle, cette privation compte parmi les plus grandes souffrances, je crois, qu'on peut infliger à un être humain. Quand on n'a pas de filiation ou quand on n'a ni père ni mère, eh bien cela constitue un traumatisme. Et en tout cas, c'est ce qu'on dit depuis Freud. C'est pas ce qu'on pensait au XIXe siècle. Et ce qui m'a intéressé, c'est de mettre le doigt sur cette souffrance, cette absence, ce vide. Et c'est une manière possible de pénétrer dans l'âme humaine. Mais ce sont les enfants qui vous ont intéressé. Ce sont les enfants. Mais de manière plus générale, je crois que ce schéma, l'abandon d'enfants, le fait d'être abandonné, c'est un schéma qui est universel et qui répond soit à des situations tout à fait précises parce que l'enfant a été effectivement abandonné, soit à des situations plus ou moins fantasmées parce que tout un chacun a cette peur ou ce désir d'abandon. Et on le voit depuis 5 millénaires, tous les grands récits de l'humanité comprennent un enfant abandonné. Je pense à Moïse, je pense à Oedipe, à Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome. Et si l'on regarde dans la tradition littéraire française, plus proche de nous, on a bien sûr le Petit Pousset, histoire qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur ou pour leur faire prendre conscience de certaines réalités. Et quant au XIXe siècle, il s'est passionné pour la figure des enfants trouvés ou abandonnés. Et alors là, il y a toute une galerie de héros, depuis Oliver Twist de Dickens, en passant par François le Champy de George Sand, pour arriver aux héros immortels de Hugo, Cosette, Gwynplaine, etc. Bien sûr, autrement dit, l'enfant abandonné, c'est une figure éternelle et surabondante, si l'on peut dire, au XIXe siècle, où il y a eu en effet beaucoup d'enfants abandonnés.
peu d'adoptions. La procédure d'adoption existe peu au 19e. Elle n'existe pas, tout simplement. Hein. J'aimerais que vous en disiez un mot de cela. C'est un point très important parce que au 19e siècle, l'adoption existe à la marge, mais c'est une adoption de majeurs. C'est-à-dire que on peut, si l'on veut faire profiter à quelqu'un de sa fortune, on peut l'adopter, mais s'il est majeur. L'adoption moderne, entre guillemets, celle que nous connaissons aujourd'hui, et qui consiste à prendre sous son aile ou dans sa famille, dans son état civil, un enfant, cette procédure n'existe que depuis 1923. En tout cas, elle s'est développée dans l'entre-deux-guerres. Et bien évidemment, on ne peut pas comprendre l'expérience du vivre sans parents au XIXe siècle si l'on oublie qu'il n'y a pas d'adoption. C'est-à-dire que les enfants sont placés dans des familles et ce placement, aussi affectueux qu'il soit, ne remplace pas l'adoption plénière. C'est-à-dire le fait d'être définitivement, légalement, irrévocablement réintroduit dans une famille, dans une filiation. Oui. Et pourquoi n'y avait-il pas cette procédure d'adoption ? Étant donné le grand nombre d'enfants abandonnés au 19e, c'est sans commune mesure avec ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants abandonnés. L'adoption a remplacé presque, et la quête d'adoption a remplacé l'abandon, en particulier parce que maintenant, il y a la contraception. Donc, alors, changé. L'abandon a complètement disparu aujourd'hui. Voilà. On peut comparer des chiffres qui sont très frappants. C'est qu'au début du 19e siècle, ce sont 30 000 enfants qui sont abandonnés chaque année en France. 30 000 enfants, il faut réfléchir à ce que ça signifie. Chaque année au 19e siècle. Voilà. Aujourd'hui, c'est 600 enfants qui naissent sous X chaque année. Voilà. Donc il y a un contraste. Il y a une mutation fondamentale. C'est une institution qui a disparu. L'abandon d'enfants n'existe plus, si je puis dire. Alors, c'est comme si on était passé de l'enfant subi à l'enfant choisi. Voilà, c'est ça. Et plusieurs facteurs, bien sûr, expliquent cette disparition. Parmi d'autres, on peut citer le développement des allocations familiales, qui a fait beaucoup, la fin de l'opprobre qui pèse sur ce qu'on appelait les filles mères, aujourd'hui les familles monoparentales ou les enfants illégitimes. La fille mère a disparu. Et on voit aussi que très récemment, le Code civil a fait disparaître la distinction entre enfants naturels et enfants légitimes. Bon, et puis bien sûr, comme vous l'avez dit, la légalisation de la contraception et de l'avortement. Tout ceci fait que l'abandon d'enfants n'existe plus. Mais c'est ce qui permet, avec du recul, rétroactivement, de mieux comprendre cette institution qui était totalement banale au XIXe siècle. Abandonner un enfant, c'est aujourd'hui scandaleux. À l'époque, c'était d'une banalité totale. L'enfant abandonné faisait totalement partie du décor. Totalement. Comment ça se passe, Yvan Jablonka ? Comment ça se passe pour ces enfants abandonnés ? Vous avez plusieurs parties dans votre livre, et notamment la première partie, ce que vous appelez la schizophrénie affective. Et là, vous montrez toute la question du placement dans les familles. Comment ça se passait ? Où est-ce qu'on les plaçait ? Parce qu'on les plaçait assez vite. Généralement, enfin, le système était assez compliqué, mais généralement, un enfant abandonné se retrouvait très rapidement dans une famille d'accueil à la campagne. C'était ça l'expérience c'est la campagne. Partagée. Il y a un agrarisme, bien sûr, qui était partagé aussi bien par les instituteurs, enfin les promoteurs de maîtrais que par l'administration de l'assistance publique. Donc, j'ai parlé de schizophrénie affective parce que j'ai voulu montrer que on décrit souvent ces enfants comme étant sans famille. En fait, c'est le contraire. Ils sont le lien social dans lequel ils sont enserrés est presque trop important. Il est presque pléthorique. Il y a beaucoup d'adultes qui s'occupent d'eux, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a 3 pôles de légitimité adulte. Le premier pôle, ce sont les parents biologiques qui ne disparaissent pas totalement. On s'aperçoit que certains parents réussissent à rester en contact avec leurs enfants alors même qu'ils les ont abandonnés. Il y a des lettres, voire des visites. Ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est celui du directeur d'agence, c'est-à-dire ce père symbolique républicain qui est censé veiller sur les enfants et œuvrer à son développement, enfin à leur développement, à leur santé. C'était soit départemental, soit local, selon les régions. Et enfin, le troisième pôle, ce sont les parents nourriciers. Entre les parents nourriciers et les enfants se noue une relation qui est tout à fait extraordinaire, qui est dure à comprendre, parce qu'aujourd'hui, le lien de filiation est génétique, disons, c'est la représentation commune. Et on a du mal à s'imaginer qu'il puisse y avoir un lien social, affectif très fort entre un adulte et des enfants qui ne sont pas reliés par des liens de sang. Et c'est ce qui se passait pourtant au XIXe siècle et même encore au XXe siècle, bien sûr. Les enfants qui étaient envoyés dans des familles d'accueil nouaient
très souvent et assez facilement des relations d'amitié, d'affection avec leurs nourriciers et les enfants de ces nourriciers. Mais est-ce que c'est pas un petit peu trop idyllique, Ivan Jablonka? C'est beau ce que vous dites là, le lien affectif entre... Mais comment ça, d'après les rapports, justement, les dossiers, comment ça se passait concrètement pour ces enfants, d'après ce que vous avez pu voir? Sans faire ni du noir ni du blanc, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on arrive à savoir? Ce que je vous dis repose quand même sur des archives. Oh, mais bien sûr. Oh, combien? J'ai évoqué les archives. Disons que vous appuyez. Ça se passait de la manière suivante. Les enfants étaient envoyés donc dans cette famille d'accueil. La famille d'accueil touchait de l'argent. Bien sûr, là encore, ça pose un certain nombre de problèmes. Il fallait bien qu'ils aient de l'argent. Oui, mais inversement, l'argent ne pervertit pas nécessairement la relation entre les parents et les enfants. Aujourd'hui, les allocations familiales sont précisément le correspondant de cette pension de nourrice du 19e siècle. Ces enfants, jusqu'à 13 ans, allaient à l'école, comme tous les enfants, au moins à partir de la fin du 19e siècle. Et à partir de 13 ans, c'est là que leur vie basculait dans la souffrance. À partir de 13 ans, ces enfants étaient placés comme domestiques de ferme auprès de cultivateurs des environs. Pas forcément dans leur famille. Pas forcément dans leur famille, et souvent même à l'extérieur de leur famille. Et ça, c'était vraiment un drame. C'était presque un second abandon, parce que ces enfants étaient privés de ceux qui étaient devenus leurs parents, leurs nourriciers. Et ces enfants sont alors placés chez des paysans, et là, il est vrai que le tableau s'assombrit. Parce que là, on s'aperçoit que leur souffrance, leur situation devient beaucoup plus douloureuse. On le voit par exemple quand on compare les tailles, la stature des enfants. À 13 ans, les enfants de famille et les enfants de l'assistance publique ont à peu près la même taille, à 13 ans. À 21 ans, les enfants de l'assistance publique sont plus petits. Oui, c'est très étonnant. Ça, c'est quelque chose de très impressionnant que montrent les archives. De l'enfant abandonné. Parce que la stature, ça a l'air de rien. Mais en fait, la stature, c'est une sédimentation du bonheur, de la souffrance, de la maladie, de la nourriture, bien sûr. Santé. Et un enfant plus petit à 21 ans, c'est un enfant qui a souffert, qui a été moins heureux. Oui, oui. Vous avez toute une partie que vous appelez l'opprobre et l'infériorité. C'est cette partie, évidemment, qui est beaucoup plus noire. Et subsistent encore de nombreux préjugés vis-à-vis de ces enfants abandonnés, me semble-t-il. Il y a 3 stigmates qui s'attachent aux enfants abandonnés. Le premier, c'est qu'ils portent un collier jusqu'à l'âge de 6 ans. Et là, j'ai été très surpris de voir dans la chaîne des Forçats, il y a évidemment un rapprochement possible. Ces enfants ne sont pas ferrés, mais enfin, ils portent un collier jusqu'à l'âge de 6 ans, et on a des témoignages qui montrent que ce collier était très mal vécu, et que les enfants craignaient de ressembler à des chiens, tout simplement. Le deuxième point, c'est que l'assistance publique fournit aux enfants des vêtements, qui sont généralement laides ou mal taillées ou totalement démodées, et qui effectivement singularisent les enfants dans l'univers villageois. Ils sont marqués. Ils sont marqués, par leur apparence même. On les voit dans la rue. On sait qu'un tel, c'est un gosse de l'assistance. Et enfin, il y a une singularisation qui s'attache à la nomination, au nom. Pendant toute une partie du 19e siècle, l'assistance publique crée ex nihilo un état civil pour ces enfants abandonnés, en leur donnant des noms plus ou moins ridicules, plus ou moins inventés, plus ou moins indécents. Le cas le plus classique, c'est qu'on accole un prénom à un autre prénom, c'est-à-dire le patronyme est composé de 2 prénoms, mais il y a beaucoup d'autres exemples qui montrent que les employés de l'assistance publique n'avaient pas beaucoup d'originalité et rebaptisaient les enfants avec des noms de famille plus ou moins ridicules, ou du moins qu'on pouvait reconnaître. Moi, j'ai trouvé dans les archives... Et qu'ils vont porter jusqu'à la fin de leur jour. Et qu'ils vont transmettre à leurs enfants. J'ai trouvé dans les archives une Julie Trouvé. Voilà, elle s'appelle Trouvé. Voilà. Alors quand on s'appelle Julie Trouvé, eh bien tout le monde sait d'où on vient. Oui, oui. Et cela parce que dans l'idée des gens, il y a une espèce de soupçon moral. Je cite, les fruits de la corruption sont des graines de fripouille. L'enfant abandonné est né du péché. Il est né du péché de la mère, du péché du père, n'en parlons pas. Plus tard, on les retrouvera à Maitret, on les retrouvera en prison. Leur réputation les précède en tout lieu, ça c'est vrai. Ouais. Et c'est dur. Je peux vous citer par exemple un pamphlet qui date des années 1830, qui s'appelle « Des enfants trouvés, des prostituées et des moyens d'en diminuer le nombre ».
Voilà, je crois que tout est dit dans ce genre de pamphlet qui stigmatise l'enfance abandonnée en montrant qu'elle est associée au vice, au péché, à la débauche, etc. Mais puisque vous faites le lien entre assistance publique et prison, je voudrais montrer qu'il y a des points communs, mais aussi des différences. Le point commun, bien sûr, c'est la surveillance. Ces enfants à l'assistance publique sont surveillés, en particulier avec l'institution du Collier ou d'autres institutions. Et surtout, ils sont soumis à un projet rédempteur. Comme les prisonniers, ils sont soumis à une espèce d'orthopédie morale, une régénération par la campagne, qui vise à en faire des citoyens utiles et honnêtes. Ça, c'est pour les points de comparaison. En fait, je crois que l'assistance publique et la prison diffèrent pour le reste. Par exemple, on le voit dans cette fameuse loi que vous évoquez du 28 juin 1904, qui concerne les enfants dits vicieux. Cette loi a été très peu appliquée, en fait. Les enfants de l'assistance publique ont été très peu envoyés à Mettray, en tout cas à partir du début du XXe siècle. On le voit dans le cas de Jean Genet, qui est un exemple extraordinaire, qui est un exemple éclatant. C'est que l'assistance publique a tout fait pour que Jean Genet n'aille pas en prison. On voit que l'assistance publique défend beaucoup Jean Genet devant ses juges, devant ses geôliers, etc. Et je crois qu'il y a une espèce de déformation qui est due à surveiller et punir de Michel Foucault, bien sûr, qui laisserait entendre que l'assistance publique fait partie de l'archipel carcéral, comme disait Michel Foucault. Je ne suis pas sûr. Je pense que, à certains égards, l'assistance publique tourne le dos à la prison. Et pour elle, d'ailleurs, l'échec le plus douloureux pour les administrateurs, ce n'est pas que l'enfant aille en prison, c'est que l'enfant retourne en ville. Ça, c'est l'échec le plus douloureux pour les gens de l'assistance publique. Qu'il devienne un ouvrier d'usine, au lieu d'être un petit cultivateur docile. Il y a le rêve rural. Vous avez une autre partie qui s'appelle Une jeunesse sans avenir. Hélas, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais où vous étudiez ce qu'ils deviennent, les professions, les placements, le fait qu'eux, ils n'ont pas du tout envie de rester à la campagne, où on voudrait justement les maintenir. Mais en même temps, vous montrez qu'il y a des progrès. Vous écrivez, par exemple, c'est à la fin du XIXe siècle que se dissocient pour la première fois l'abandon et la mort. Autrement dit, on les a gardés en vie bien plus qu'autrefois. Autrement dit, d'un mot, Ivan Jablonka, cette création de l'assistance publique par la République, quel jugement pouvons-nous porter là-dessus ? Vous savez bien que je ne jugerai pas et personne ne jugera. Mais disons qu'on peut mettre au crédit de la Troisième République d'avoir réussi les deux grands chantiers qu'elle a lancés, la disparition de l'analphabétisme au sein de l'assistance publique. Les enfants savent lire et écrire en 1914. Et deuxièmement, la disparition, l'effondrement de la mortalité infantile pour des raisons d'hygiène, de pasteurisme, etc. Ça, c'est vraiment l'assistance publique qui a mis en œuvre ces politiques nouvelles et qui a réussi à sauver les enfants. À sauver des vies. Maintenant, il est vrai que leur avenir reste sombre et reste promis à la modestie, puisque c'est 80% d'une classe d'âge à peu près qui reste au plus bas échelon de la domesticité agricole ou dans l'agriculture, conformément aux vœux de l'assistance publique. Yvan Jablonka, votre livre s'appelle Ni père ni mère, histoire des enfants de l'assistance publique, 1874-1939, et c'est un livre tout à fait passionnant qui ouvre sur des quantités d'aspects. Je voudrais signaler un numéro extrêmement intéressant de la revue d'Histoire de l'enfance irrégulière, numéro 7, qui s'appelle Enfermement et éducation, et qui coïncide tout à fait, s'intègre à tout ce que nous venons de dire. Il a été dirigé par Jean-Jacques Ivorel et Élise Ivorel, qui sont des grands spécialistes de toutes ces questions. Et véritablement, on y trouve beaucoup de choses. D'ailleurs, également un article de vous, Yvan Jablonka, dans ce numéro. Je le recommande. Il est d'un grand intérêt, avec des points de vue extrêmement généraux. Voilà, alors je vous remercie beaucoup, tous les trois, d'avoir été mes invités pour éclairer ce grand sujet des pénalités du 19e, des forçats à Mettray, et puis alors, par la pénalité, bien sûr, les enfants abandonnés d'Yvan Jablonka. Merci. Les lundis d'histoire étaient présentés ce matin par Michel Perrault, réalisation Pierrette Perronneau, et dans quelques instants, le feuilleton.